Un homme du sud-ouest de l'Arkansas a trouvé une substance étrange. Est-ce une expérience gouvernementale? On les appelle chemtrails. Ils reçoivent une large attention actuellement. Le gouvernement déverserait des produits chimiques sur nos têtes pour manipuler la météo. Dans le ciel, ces traînées d'avions d'aspect inhabituel seraient des chemtrails contenant des produits chimiques. Selon les gens, le gouvernement enverrait des avions disperser toutes sortes de produits chimiques pour manipuler la météo. Ce que laissent traîner ces avions, ils appellent ça un chemtrail. Vous me dites que ce sont des chemtrails? Oui, si c'était des traînées de condensation habituelles, elles seraient déjà dissipées. Beaucoup de gens se posent des questions, et pas seulement dans ce pays, en Europe et dans le monde entier. Des climatologues étudiant l'atmosphère y voient le premier signe d'une sorte de complot inquiétant. Le voyage a commencé à San Diego, en Californie, là où des milliers de scientifiques, ingénieurs, décideurs et journalistes se sont rassemblés à la conférence de l'Association américaine pour le progrès de la science. La manipulation artificielle du climat, également appelée géo-ingénierie, était un des sujets débattus par les scientifiques. Dans le but d'empêcher le réchauffement climatique, il serait plausible, selon eux, de créer un programme mondial de géo-ingénierie. Asperger quelque chose dans l'atmosphère pour bloquer le soleil était une théorie largement acceptée. Mais quand on leur demande de nous parler du programme actuel d'aérosol atmosphérique, ils disent qu'aucun programme de ce genre n'avait jamais été mis en œuvre. Étrangement, ça ressemble pourtant exactement à la description du phénomène qu'en ont fait les gens du monde entier. Quand j'ai appris que l'Association américaine pour le progrès de la science allait se tenir ici, et que les discussions porteraient sur la géo-ingénierie, je me suis dit il faut que j'y sois. Il fallait que j'entende ce que ces éminents scientifiques avaient à dire sur le changement climatique. Quant à la question sur les chemtrails, est-ce qu'on pratique la géo-ingénierie actuellement? Je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Je suis personnellement sceptique sur ce point, mais je travaille pour la Maison Blanche et avec le gouvernement, on peut s'attendre à tout. Les chemtrails. On dit sur Internet qu'ils sont la preuve que le gouvernement crée des nuages pour combattre le réchauffement climatique. Ils prétendent que grâce à un accord secret, le gouvernement utiliserait des avions aspergeant la population d'aluminium, de barium et de strontium pour réduire l'immunité des gens et réduire la population mondiale. Je suis toujours un peu suspicieux parce que le gouvernement ne semble pas vraiment capable de quelque chose à une échelle aussi large. Ce n'est pas de la pluie, ce n'est pas de la neige. Croyez-le ou pas, des avions militaires survolent la région et lâchent des petites particules d'aluminium appelées chaff. C'est fait avec du plastique ou du papier. On l'emploie dans un but anti-radar. Donc manifestement, c'est un entraînement. Ce n'est pas confirmé, mais j'ai été dans le corps des Marines pendant plusieurs années et je peux vous assurer que c'est de cela dont il s'agit. Ici, des avions militaires venant de la base Key West grimpent dans l'atmosphère et larguent des traînées larges d'1 mile, voire parfois plus. Ce sont de petites fibres de verre recouvertes d'aluminium. L'Air Force prend ces avions militaires, répand toutes ces choses, ça tombe dans l'atmosphère et ça peut prendre jusqu'à une journée avant de se dissiper. C'est sûrement militaire. Il se passe quelque chose. Le gouvernement, l'Air Force peut-être. Soyez sûr qu'il se passe quelque chose. Ce sont en fait de petites bandes d'aluminium magnétique. Et nous devons déterminer ce qui est vrai ou non. Il semble que ce soit une opération militaire de sauvetage. Derrière cette théorie de la conspiration, le gouvernement mondial unique serait un bon mobile. Faites silence, je ne veux pas entendre. Monsieur le Président, je veux annoncer à la Chambre que mon ministère ainsi que mon collègue, ministre de la Santé, ont reçu des correspondances rassurantes sur ce sujet et que cette théorie de chemtrails est absurde et fausse. Les traînées observées derrière les avions proviennent simplement des turboréacteurs. Ces théories de la conspiration au sujet du gouvernement sont vraiment affligeantes. On appelle ça géo-ingénierie, combattre le réchauffement climatique en répandant poussière chimique dans l'atmosphère qui va réfléchir les dangereuses radiations spatiales. Que signifie géo-ingénierie? Nous pensons à une intervention délibérée à grande échelle sur notre écosystème. Beaucoup de projets de géo-ingénierie ont été débattus, et l'exemple classique
c'est d'injecter des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Réfléchir à la question de l'aluminium est loin d'être stupide. Il y a eu beaucoup de travaux sur les conséquences environnementales de la présence d'aluminium dans la stratosphère. Contrairement au soufre, l'aluminium a 4 fois plus de volume pour renforcer les petites particules. Vous avez 4 fois plus de surface pour le même niveau de forçage radiatif. Le taux de coagulation est 16 fois moindre, donc ça s'élimine rapidement. On pense même pouvoir le faire avec des masses encore plus réduites. C'est pourquoi nous entendons souvent parler d'aluminium. Ils en parlent dans le brevet de Hug Aircraft de 1989. Dans les échantillons d'eau de surface, le taux d'aluminium augmente. Et voilà David Case qui annonce que l'aluminium a 4 fois plus de réflexion. Donc on devait parler du soufre. Mais au lieu de cela, ils ont laissé entendre que l'aluminium est 4 fois plus adapté à leur objectif. Il semble qu'ils ne veulent pas que nous connaissions les effets. Voici une étude sur la nanofabrication montrant qu'avec un avion basique, vous pouvez créer des particules d'aluminium de haute qualité. Asperger cette vapeur d'aluminium, on doit pouvoir le faire en théorie. Beaucoup de publications ont déjà examiné la question. Et vous pouvez soit construire de nouveaux avions, ou alors simplement modifier les avions actuels. Allez dans une firme d'ingénierie et demandez-leur. Ils ne vont pas répondre que c'est plus compliqué que d'habitude, ils vont vous répondre qu'ils peuvent le faire. La géo-ingénierie par aérosol n'est pas très chère, donc pour mettre cela en œuvre, ce sera plutôt une évaluation des risques qu'une histoire de prix. Le risque de le faire contre le risque de ne pas le faire. Les politiques auront du coup beaucoup plus de mal à faire le bon choix. Je crois que plus nous ferons de recherches, moins ce semblera facile, car les effets sur l'environnement apparaîtront compliqués. Que cela semble facile aujourd'hui est une bonne chose. Je crois que si nous faisons plus de recherches, nous allons vraisemblablement nous apercevoir que c'était plus compliqué que nous le pensions, que gérer les effets indésirables sera plus difficile que prévu. Il serait plus aisé qu'il n'y ait que des effets bénéfiques, mais bien sûr, la réaction opposée est possible. C'est une question empirique. Comment les gens vont réagir en apprenant ça? Vont-ils se dire que nous devrions être plus sérieux au sujet du CO2 dans l'atmosphère, ou que nous ne sommes que des scientifiques fêlés préoccupés par le CO2 dans l'atmosphère? Et d'ailleurs, ça n'est pas vraiment hypothéquer le futur, c'est plutôt agir pour nos petits-enfants. Le CARB, Comité de Californie pour la recherche sur les ressources en air, ainsi que d'autres cercles d'études, considère les particules de taille inférieure au micron comme particulièrement dangereuses pour la respiration humaine. Dans toutes les discussions actuelles, je n'ai jamais entendu de citation sur ce sujet. Est-ce qu'on a analysé les effets et les retombées de ces matériaux comme l'aluminium, hautement réactif pour la toxicité des sols et des eaux? S'ils sont présents dans l'atmosphère, quels seront les effets de ces matériaux sur la santé humaine, en particulier les petites particules d'aluminium? C'est ça la bonne question. Mes collaborateurs de Carnegie Mellon se sont focalisés sur l'impact de ce plan d'aérosol sur la santé humaine. Nous ne l'avons pas publié car nous nous consacrons à notre étude. Noir sur blanc, le calcul de l'ordre de grandeur par des experts en toxicologie montre que l'aluminium ainsi que d'autres particules possèdent beaucoup d'aspects toxicologiques qui doivent être étudiés sérieusement. Pensez aux grandes quantités de particules et leur impact sur la santé humaine. Même si on ne l'a pas publié, trouver la réponse est loin d'être un problème. Question. Pour clarifier, déverser 10 mégatonnes d'aluminium dans l'atmosphère n'aura aucun impact sur la santé humaine selon vous? Il faut que je fasse bien attention ici, séparer la question toxicologique de l'aluminium. Nous n'avons fait que commencer à chercher et nous n'avons rien publié. Rapport USAF, toxicité des nanoparticules d'aluminium. Interaction cellulaire de différentes formes de nanoparticules d'aluminium chez le rat. Lui, il pose la question. Disperser 10 à 20 mégatonnes d'aluminium n'aura aucun effet sur la santé. Et l'autre, il a rempli ses poumons, dégluti et a dit « Il faut que je fasse bien attention ici, nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine et il pourrait y avoir quelque chose de terrible demain que nous n'avons pas encore étudié. » C'était le point essentiel de ce qui va être révélé au public. Les effets nuisibles de l'aluminium rapportés dans le monde entier de façon massive. Et voici David Case confronté à ce sujet. C'est comme si à ce moment-là, on venait de vendre la mèche. Nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine et il pourrait y avoir quelque chose.
de terribles demain que nous n'avons pas encore étudiés. Il continue parce qu'il y a manifestement plusieurs autres objectifs. Un plan distinct masqué par ses tentatives d'éviter une crise du réchauffement climatique. La dépopulation, le contrôle, les aspects armement et communication, toutes sortes de choses probables dont on ne sait rien. Nous ne savons pas vraiment et je ne vais essayer de spéculer sur leurs plans, mais nous pouvons voir clairement que ces plans ne bénéficient pas à l'humanité, ils servent seulement l'élite. La bonne question serait de savoir comment tracer une ligne entre une activité autorisée et ne nécessitant pas une gouvernance mondiale et les activités qui requièrent une gouvernance mondiale. Le Dr John Holdren a accepté un poste de sous-directeur au Bureau des sciences et technologies, ainsi qu'un poste de directeur au Bureau sur les politiques scientifiques et technologiques de la Maison-Blanche. J'attends beaucoup de ses conseils éclairés dans les années à venir. Mon opinion personnelle, c'est que nous devons garder la géo-ingénierie dans le débat et étudier ça avec précaution, parce que nous pourrions être suffisamment désespérés pour vouloir l'utiliser. Que ferions-nous si durant l'année 2040 ou 2060, il y avait une crise climatique majeure, des famines généralisées, ou le Groenland qui glisse dans l'océan tout à coup? La seule façon plausible de commencer à refroidir la Terre, c'est d'intervenir directement dans le système climatique du siècle actuel, en mettant, disons, des particules dans la stratosphère. Bien sûr, on n'arrête pas de faire des trucs dans la stratosphère. Ce n'est pas comme si la stratosphère était absolument pure. Mais vous ne voulez pas que des gens viennent pratiquer un vaste forçage radiatif pendant de longues périodes et sur des surfaces tellement étendues qu'on pourrait craindre à une destruction significative de l'ozone. Peut-être que je mets une particule dans l'atmosphère parce que j'essaye de gagner de l'argent. Ou bien j'essaye de mettre des particules dans l'atmosphère parce que je suis engagé dans des recherches scientifiques, pour essayer de comprendre la physique des nuages. Ou bien j'essaye de placer ces particules parce que j'essaye de créer de la pluie localement, pour que les nuages donnent plus de neige sur les pistes de ski par exemple. Ceci soulève plein de questions. C'est extrêmement risqué. Cela aurait vraisemblablement un impact négatif sur certaines personnes. Mais nous pourrions nous trouver dans une situation où ces risques puissent valoir la peine d'être pris. Dans certaines révélations, une des choses qui m'ont vraiment choqué, c'est qu'on avait à la fois les avantages ainsi que les risques de ces programmes. L'avantage qu'ils ont cité était le refroidissement de la planète. Certains des risques étaient la disparition de l'ozone, des sécheresses en Afrique et en Asie. Je dois vous dire qu'après 4 jours de symposium à l'écoute de ces scientifiques, je suis sorti très inquiet de